Bonjour et bienvenue sur l'émission Culture 360 degrés. Nous partons à la découverte de la richesse culturelle française, également de nos régions et au niveau international. Parce que la culture nous fait découvrir d'autres horizons, parce que la culture nous fait vibrer et nous fait également réfléchir. Je reçois donc des artistes de toutes disciplines, des entrepreneurs dans tous les domaines, des sportifs, des écrivains, des auteurs et également des conférenciers. Je vous proposerai également une sélection d'expositions à ne pas manquer pour prolonger ce voyage culturel. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir deux invités exceptionnels qui font rayonner les talents en France et ailleurs. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Thierry Mugot, Bonjour. réalisateur, également Jean de Bonny, auteur. Bonjour. Alors, Jean, peux-tu te présenter? Si j'étais en face d'informaticien, je dirais que je suis un expert du digital non numérique. En fait, je fais parler les empreintes digitales. Et si j'étais en face de financier, je dirais que je suis un conseil en gestion de patrimoine, mais de patrimoine génétique. Le seul que l'État ne puisse pas vous taxer et que vous recevez en héritage dès la naissance. Donc en fait, j'évalue le potentiel naturel en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains. Très bien. Merci, Jean. Thierry, Eh bien, bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, moi, je suis réalisateur et producteur. Et voilà, j'ai une société de production qui est basée à Montrouge et on fabrique des documentaires. L'actualité, c'est le film African Glory, qui est un film sur l'Afrique, sur l'Empire. L'Empire mandingue qui était donc en Afrique de l'Ouest, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest en 1300, dans ces périodes-là. très bien. Merci beaucoup. Alors, vos métiers sont des métiers de passion. Avez-vous d'autres passions? Thierry. Moi, je suis à l'origine, je voulais être batteur, je suis musicien et je voulais faire de la musique mon métier. Et c'est un petit peu la musique qui a fait que je me suis intéressé au métier du son. Euh, je suis devenu ingénieur du son par mon intérêt pour la musique. Et puis le son m'a amené au cinéma. L'étude du son m'a amené au cinéma. Voilà, le cinéma m'a amené à à développer ces projets en Afrique de l'Ouest, projets de films documentaires. Et pourquoi l'Afrique, Thierry? Ben ça, c'est une question un petit peu particulière. Moi, je saurais pas vraiment répondre. Quand j'étais jeune, à la fin de l'adolescence, j'ai ressenti un appel assez fort de l'Afrique, un appel un petit peu euh, impossible à expliquer. Mais en tout cas, j'ai répondu à cet appel quand j'ai eu 20 ans et je suis parti. Et donc, j'ai été initié au Burkina Faso, au Mali, au Niger. On m'a transmis certaines valeurs voilà, qui me manquaient un peu dans l'éducation, et en tout cas dans oui, le- les endroits où j'avais pu grandir. Et donc j'ai été passionné par cette façon de voir la vie, l'importance de la parole, le partage, voilà. Et il s'est créé entre moi et ces endroits d'Afrique, parce que l'Afrique c'est large, hein, mais en tout cas ces endroits d'Afrique qui sont particulièrement le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, un lien très fort, quoi. Et donc après, j'ai commencé à faire des films et puis j'ai eu envie de raconter ces grandes histoires. Voilà. Et dans tous ces pays, quel est le pays avec qui tu te sens plus d'affinité, peut-être? Peut-être tous finalement, mais Il faut savoir qu'avant, tous ces pays ne formaient qu'un seul empire. Et donc, il y a énormément de diversité, évidemment, culturelle, des langues, etc. Mais évidemment, il y a une unité dans toute cette région ouest africaine qui est assez particulière. Mais c'est vrai que mon pays de cœur, on va dire, ce serait peut-être le Burkina Faso. C'est là que je suis arrivé en premier. C'est la terre des hommes intègres. Et c'est là que j'ai été reçu pour la première fois. Euh,
on m'a transmis les règles de base pour vivre en harmonie avec les autres. J'ai une affection particulière pour le Burkina Faso, c'est sûr. Très bien, merci Thierry. Et toi Jean, as-tu d'autres passions, hormis ton métier? Absolument. Écoute, j'en ai au moins trois. L'histoire d'abord, parce que on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. La musique ensuite, parce que souvent je travaille en musique, notamment devant mon ordinateur. Ça décuple ma réflexion, ma créativité. Notamment la musique baroque. Il m'arrive même de chanter en même temps que j'écoute la musique tout en travaillant. J'ai été moi-même d'ailleurs flûtiste. Et j'ai fait les empreintes des mains de Jean-Pierre Rampal, flûtiste célèbre. Et puis j'ai une troisième passion qui sont les entrepreneurs, les innovateurs dans l'entrepreneuriat. Et donc je vais beaucoup à des salons liés à l'entrepreneuriat, le salon des entrepreneurs ou le salon de la franchise d'ailleurs qui aura lieu bientôt à Paris. Et donc j'aime bien analyser les mains des entrepreneurs aussi pour comprendre le lien entre leur style d'entrepreneur et leur innovation. Très bien. Merci Jean. Alors, Trotteurs TV est une chaîne de voyage. Et donc, je pose la question à mes invités, quel est le voyage qui aurait pu éventuellement marquer leur vie ou impacter leur métier? Thierry. On en revient au Burkina. C'est-à-dire que moi, je réponds à cet appel dont on parlait tout à l'heure. Et puis, et là, pour moi, ça a été vraiment le passage à l'âge adulte. Le Burkina m'a amené au Niger, le Niger m'a amené au nord du Mali, qui est une région dans laquelle il est très difficile d'aller aujourd'hui. Enfin, et, et là-bas, j'ai vu ces caravanes arriver, ces caravanes chargées de sel, et donc les hommes qui revenaient de ce périple incroyable. J'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai compris à leur visage, j'ai compris dans leurs yeux qu'ils avaient vécu quelque chose de très particulier, quoi. Et donc là, j'ai essayé d'obtenir l'autorisation de partager ces moments avec eux. J'ai senti que c'était ça. C'est pour ça que j'étais venu. Et donc j'ai pu vivre avec ces hommes du désert un moment, jusqu'au départ pour la Zalaï, pour la grande caravane. Donc c'est 1500 km jusqu'à la frontière de l'Algérie. Et puis après, donc, revenir avec le sel, donc 200 barres de 40 kg de sel. Donc c'est un travail colossal pour eux. Et donc moi j'ai pu assister, observer, évidemment j'ai pas attaché les barres, j'ai pas porté, mais en tout cas j'ai pu participer à cet azalaï et ça a été pour moi, oui, il y a un avant, un après. Toute ma vie a été marquée par ce que j'ai fait là et les enseignements qui m'ont été donnés. Et après, voilà, tous mes projets de films, projets professionnels ont été orientés par ce moment charnière de ma vie, oui. Ce voyage au Burkina qui m'a emmené jusqu'au Mali. C'est une réelle expérience initiatique. Ah oui, complètement. C'est mon passage à l'âge adulte. Voilà, c'est comme ça. Très bien, merci. Et toi donc, Jean, le voyage qui aurait pu marquer ta vie ou transformer ta vie à un moment donné ou impacter ton métier? Eh bien, le premier voyage, je l'ai fait à 10 ans. C'était un voyage littéraire. J'avais une passion pour Jules Verne. Et du coup, le premier roman de Jules Verne que j'ai lu, c'est L'île mystérieuse. Et j'ai commencé à voyager grâce à lui. Et puis finalement, j'ai fait un véritable voyage quand j'étais adulte au Québec, où j'étais invité à un symposium à Shawinigan. Et là, j'ai découvert que les Québécois n'étaient pas des Français d'Amérique du Nord, mais des Américains du Nord qui parlent français. Et j'ai découvert aussi que la biotypologie que j'ai créée était une discipline universelle qui fonctionnait quelles que soient les ethnies, les cultures, les âges et les sexes. Et mon voyage le plus récent, c'est au Maroc, où je suis allé pour un congrès de ressources humaines pour confirmer qu'effectivement, les ressources humaines, c'est une problématique universelle où il faut à la fois faciliter l'épanouissement des personnes tout en optimisant les compétences. Très très bien, merci beaucoup.
Alors en effet, la rencontre avec un autre pays, une autre culture peut marquer, voire même transformer la vie et impacter ce métier. Mais je vais revenir sur l'aspect des métiers de mes invités. Finalement, Thierry, qu'est-ce qui t'a amené à être passé par le son et ensuite devenir réalisateur? Eh bien, c'est la musique. La musique m'a, mon instrument, c'est la batterie. La batterie, c'est un instrument très complexe au niveau de la prise de son, de comprendre comment placer les micros. Et c'est un instrument acoustique complexe. Et donc, il y a, comme moi, beaucoup de batteurs qui s'intéressent au son. Et effectivement, il y a plusieurs façons d'aborder la chose, mais en tout cas, j'avais envie d'avoir une vision assez large des métiers du son. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette formation qui à la fois m'a appris les métiers du studio, du son en studio, et les métiers du son cinéma. Et c'est là que j'étais pas du tout cinéphile en fait, mais j'ai découvert du coup dans cette école, dans cette formation, tout un voilà tout un pan passionné du cinéma oui c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et c'est un outil que j'ai voulu utiliser quand j'ai rencontré justement au nord du Mali ces Arabes Kunta qui font l'azalaï. Moi, je me suis dit, effectivement, là, il n'y a que moi qui peux faire un film sur eux. Et donc, il faut que j'utilise cet outil, que je devienne réalisateur. Et je me suis quand même entouré de personnes d'expérience qui m'ont aidé dans cette mutation. Et je suis devenu réalisateur comme ça, en fait, parce que, voilà, un musicien qui veut faire du son, et puis le son m'a amené au métier de l'image. Et le sujet s'impose à moi et a fait de moi un réalisateur. Et après, j'ai eu envie de continuer à raconter des histoires, notamment African Glory, l'histoire que je raconte dans ce documentaire qui est sorti sur Canal+ International, avec lequel on est en tournée, en festival. Eh bien, c'est l'histoire de l'Empire mandingue, donc de cette civilisation extraordinaire qui est l'empereur Aboubakar II en 1311 décide de partir au large de l'Atlantique avec 2000 navires. Donc c'est documenté dans un récit d'un géographe arabe. Et donc nous, on part de ces récits, on part des récits de la tradition orale, on part aussi de récits d'anthropologues, d'historiens, et on est allé jusqu'au Mexique pour voir des traces, d'une présence africaine en Amérique précolombienne. Donc voilà, tout ça on peut le découvrir dans le documentaire African Glory. Voilà. Et la question c'est, sont-ils revenus? Alors, ils ne sont pas revenus, ça c'est sûr, mais la question du film, c'est est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils ont réussi leur traversée? En sachant quand même que si on pose une coquille de noix au large du Sénégal, elle arrive immanquablement dans les Caraïbes. Donc on imagine 2000 navires d'une armada impériale, c'est l'empereur Aboubakar II, qui est son successeur, Kankan Moussa, a été élu par l'agence Forbes qui fait l'homme le plus riche de l'année chaque année. Ils ont décrété que c'était Kankan Moussa, cet empereur mandingue, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et donc il a été détrôné depuis l'élection américaine, il a été détrôné par Elon Musk, puisque Elon Musk est passé à 460 milliards de dollars de fortune personnelle, mais la fortune de Kankan Moussa, cet empereur mandingue, est estimée à 400 milliards de dollars. Donc jusqu'à la récente élection américaine, c'était lui l'homme le plus riche de toute l'histoire des hommes, quoi. Donc on imagine que son successeur qui prend qui monte une armada de 2000 navires, ce ne sera pas fait n'importe comment. Voilà, il va faire en sorte que ça se passe bien pour lui et les gens qui l'accompagnent. Donc,
Bon, après, il faut voir le film. Il faut pas, je vais pas raconter tout ce qu'on voit dans le film, mais voilà, on est allé jusqu'au Mexique récolter des éléments assez incroyables sur une présence africaine en Amérique précolombienne. Oui. Il y a des traces de dessins, il me semble. Il y a des sculptures. Oui, des sculptures. Il y a des dessins, il y a des sculptures monumentales, là, comme on voit dans ces images, des visages sculptés qui sont de plusieurs dizaines de tonnes, qui étaient d'ailleurs exposés au musée du Quai Branly pendant le confinement, donc 2021, 2000. Et il y avait une exposition sur les Olmecs et ces fameuses têtes monumentales de plusieurs dizaines de tonnes qui ont été déterrées avec des traits clairement africains, qui ne sont pas du tout des visages qu'on pouvait croiser en Amérique précolombienne. Bien sûr. Mhm. Très bien, merci Thierry. Et toi, Jean, donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier donc actuel, hein? Alors d'abord, la passion pour la psychogénétique vient du fait que j'avais 2 tantes psychologues et je m'étais vite aperçu que dès l'âge de 10 ans que les psychologues veulent tout expliquer par le vécu des personnes et jamais par leur nature. Donc je me suis dit, il faudra que je mette mon énergie à rétablir l'équilibre entre l'inné et l'acquis. Ensuite, en faisant mon service militaire, je me suis aperçu que l'armée tenait plus compte des diplômes que du potentiel, et que si on était bac -2 ou -3, ben on balayait la cour, et que si on était bac +2, on avait des responsabilités de management, même si on n'avait aucun talent pour le management, ou même aucun attrait. Et je me suis dit, il faudra vraiment que je fasse quelque chose pour permettre aux gens d'évaluer le potentiel, même des personnes qui n'ont ni diplôme ni expérience. Et ensuite, j'ai choisi de faire des études de publicité, parce que j'avais une passion pour Raymond DeVos, et donc je suis arrivé à Paris, et là, je tombe sur le théâtre de Chaillot, sur le fronton du théâtre de Chaillot, cette citation de Paul Valéry, qui parle des mains, et qui dit « Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. » Et du coup, je me suis dit, si la main est une partie visible du cerveau, eh bien, analysons les mains des artistes et voyons la cohérence entre leurs mains et ce qui se passe dans leur cerveau. Et j'ai commencé à faire des empreintes de mains d'artistes comme Charles Aznavour, par la suite Céline Dion quand je suis allé au Québec. Et je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas déterminer dans leurs mains la forme d'art qu'ils allaient choisir, mais la manière dont ils géraient leur carrière, et qu'il y avait une cohérence avec leur type de main. Et un jour, j'ai été contacté par le journal VSD, l'hebdomadaire, qui m'a demandé de comparer 2 mains de rois du 20h de l'époque, Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor. Et j'ai eu 5 pages dans VSD, et là, j'ai reçu 3000 lettres de personnes qui voulaient venir en consultation. Et j'ai ouvert un cabinet, et donc ça fait, pour faire un jeu de mots, ça fait 40 ans que je prends mon pied avec les mains. Et quel est le nom de cette discipline? Alors ça s'appelle la biotypologie. Mhm. Le mot est dans le dictionnaire. J'étais obligé de le déposer pour me protéger notamment des gens qui pratiquent la chiromancie, parce que l'avenir n'est pas marqué dans vos mains, ni même le passé. Mais ce qui est marqué dans vos mains, ce sont vos prédispositions naturelles en termes d'autonomie, en termes de type d'intelligence, en termes de style relationnel, en termes de métier à choisir en adéquation avec votre nature, parce que tout ce qu'on fait contre nature, la nature se venge. Donc il faut accompagner la nature et non pas lutter contre la nature. C'est intéressant, on pourrait peut-être justement proposer cela à des enfants pour des orientations justement, je sais pas, peut-être à 18 ans, pour pas qu'ils ne se trompent finalement et gagner un peu de temps sur le cursus peut-être. Oh, même avant, Même avant. parce que en fait, on peut aider les parents à comprendre le potentiel de leur enfant pour l'éduquer en fonction de ce qu'il est et non pas de ce qu'on voudrait qu'il soit. Parce que évidemment, l'éducation est très importante, mais finalement, plus on prend de l'âge, plus on devient ce que l'on est par nature. Donc autant préparer l'enfant à ce qu'il va devenir. Mais évidemment, il faut aussi lui donner des apprentissages qui vont optimiser les capacités naturelles. Alors j'aide également les couples à se comprendre, parce que tu sais comme moi que le couple est fondé sur un quiproquo.
les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer, et les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais, y compris physiquement, ce qui est déjà un deuxième leurre. Donc si on sait analyser dans les mains ce qui ne changera jamais chez l'autre, au moins on ne pourra pas dire qu'on a été trompé sur la marchandise. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'on peut séduire et aimer l'autre en fonction de son type de main. Et il n'y a pas de main compatible, mais il y a des mains complémentaires. Et donc, il y a un dicton qui dit « l'amour est aveugle et le mariage lui rend la vue ». Mais on pourrait dire l'amour est aveugle et la main lui rend la vue. C'est-à-dire que justement, la main, c'est la lucidité à la fois sur soi-même et sur l'autre. On peut organiser des cafés de rencontres avec les mains, peut-être? Exactement. Et puis, on peut également faire en sorte de comprendre, puisqu'on parlait de l'Afrique, que la biotypologie, c'est une méthode universelle pour comprendre les autres au-delà des cultures et des ethnies. Et donc, ça désamorce le communautarisme, parce qu'à empreinte égale, à main égale, compétence égale, qu'on soit sri-lankais ou norvégien ou islandais. Donc, du coup, c'est un outil de tolérance pour comprendre l'autre, au-delà des ethnies et des cultures. Très intéressant. Merci, Jean. Thierry, quelle est ton actualité? Eh bien, actualité, nous sommes en train d'organiser, donc on est toujours dans la suite de la tournée qui s'appelle African Glory Tour, où on présente ce film dans le monde entier. On a eu un très bel accueil en festival aux USA et puis en Amérique du Sud, en Colombie, en Argentine, au Mexique. Et puis maintenant, on se concentre vraiment sur une tournée africaine. Donc on a deux partenaires super, enfin 3 partenaires même avec Canal+, qui est notre coproducteur aussi et diffuseur principal. Mais donc nous organisons cette tournée avec des entrepreneurs géniaux qui sont des entrepreneurs maliens qui croient au projet et qui accompagnent ce projet culturel, qui sont la Fondation Azalaï et la Fondation SAR, voilà, qui nous aident à aller de capitale en capitale, dans les instituts français, et puis dans les universités, et toujours à chaque fois une grande projection publique gratuite pour le plus grand nombre, pour apporter cette connaissance très méconnue de cet empereur explorateur qui était Aboubakari II. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant. Donc on sera à Dakar au mois de mai. Et puis pour ceux qui s'intéressent à l'Azalaï, donc mon premier film sur les Kunta, chercheurs de sel, eh bien il faut savoir qu'on pourra le voir avec la Société des Africanistes qui le programme au musée du Quai Branly le 22, c'est un jeudi 22 mai aussi. Voilà, donc Ils iront le voir. bienvenue. Merci. Merci. Thierry, ton actualité. Jean, Jean, pardon. c'est pas grave. Eh bien, je serai présent au salon Les Nouvelles Esthétiques, qui se tient du 12 au 14 avril à Porte de Versailles à Paris. Et je vais animer une conférence sur le thème « Ça ne sert à rien de chercher à fidéliser des salariés infidèles, autant identifier dès le recrutement des personnes qui ont par nature la fidélité et la durée dans leur potentiel. » Et donc c'est vrai que les entreprises déploient des richesses, des trésors d'ingéniosité pour fidéliser les talents, mais on peut identifier les personnes qui sont naturellement fidèles en fonction de leur type de main. Et à ce moment-là, un CDI, par exemple, sera un argument pour une personne qui a des mains froides parce qu'elle a besoin de sécurité. Ça sera absolument pas un argument pour une personne qui a des mains chaudes parce qu'elle a juste besoin d'autonomie. Donc je vais faire une conférence sur ce thème-là pour fidéliser, pour trouver des salariés fidèles. Et puis le lendemain, je ferai une conférence pour le Lions Club à Suresnes, parce que j'interviens souvent dans des clubs comme le Rotary et le Lions Club. Et je suis en train d'informatiser mon expertise parce que je suis souvent sollicité par des formateurs et des consultants qui voudraient apprendre la biotypologie. Et je leur dis, je vous formerai lorsque j'aurai un outil à vous
proposer, parce que comme ça, j'aurai des remontées de data et je pourrai rentrer toutes ces datas dans l'intelligence artificielle. Ah oui, effectivement, c'est un projet vraiment intéressant. Et as-tu participé à des recrutements, justement, parce que tu parlais de recrutement tout à l'heure. Oui, Absolument. oui, oui. Ben, j'ai réduit le taux de turnover d'une société d'assurance au niveau de ses commerciaux de 50 à 20%. Parce que quand vous formez des salariés qui partent à la concurrence, ben c'est un peu dommage parce que c'est de l'argent et du temps perdu. Et donc, effectivement, on peut mettre chaque personne à sa place et faire de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale, en respectant la nature des salariés et en mettant, par exemple, les personnes qui ont des mains froides et sèches dans la conception du projet, les personnes qui ont des mains chaudes et humides dans le développement d'un projet, les personnes qui ont des mains chaudes et sèches dans la pérennisation du projet. Donc, chaque tempérament est porteur d'appétence et de compétences innées. Très bien. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous deux de votre présence. J'étais très heureuse de vous recevoir. Et pour prolonger ce voyage culturel, je vous propose un petit tour des expositions immanquables du moment. Alors, nous avons donc Suzanne Valadon au Centre Pompidou, artiste peintre, artiste emblématique et audacieuse, l'une des plus importantes de sa génération. Le nu, féminin comme masculin, est au centre de son œuvre et cette exposition révèle la grande liberté de l'artiste. Et c'est jusqu'au 26 mai au Centre Pompidou. Une petite mention pour le Centre Pompidou qui va entrer dans une phase de travaux pendant 5 ans. Donc profitez-en, allez voir donc le Centre Pompidou. C'est vraiment le moment. Ensuite, nous avons 1001 orchidées au Jardin des Plantes. Il s'agit de la 12e édition. Cette exposition vous fait découvrir les milieux naturels des orchidées. Il y a également une exposition photo et une boutique éphémère et c'est jusqu'au 10 mars. Ensuite, Dolce & Gabbana au Grand Palais, une exposition réellement envoûtante, avec des tableaux comme théâtre, des mises en scène. Et intéressant de voir également le travail des petites mains des couturières, qui ont donc un travail magnifique. Et ensuite, la Sicile est aussi mise à l'honneur également. Donc cette exposition sera jusqu'au 2 avril. Alors voici la culture sous toutes ses formes. C'est déjà la fin de ce petit tour d'horizon culturel à 360 degrés. J'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir, redécouvrir la richesse de notre patrimoine culturel en France et ailleurs. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur, aussi à continuer à explorer la culture sous toutes ses formes. La prochaine émission vous fera découvrir un autre angle de la culture et cette émission sera complétée de reportages en région et à l'étranger. Merci, à bientôt et vive la culture.